En 1902, le cinéaste français Georges Méliès réalisa un film qui semble anticiper par maints aspects les missions Apollo des années 60. Le film de Méliès était évidemment une œuvre de fiction. Et les missions Apollo furent-elles réelles ou bien seulement une version plus moderne et sophistiquée de la même fiction ? L'histoire des missions Apollo commence en 1961, quand le président Kennedy annonce devant le monde entier que les USA ont l'intention d'envoyer l'homme sur la Lune avant la fin de la décennie, c'est-à-dire avant 1970. La chose fit beaucoup jaser, car jusque-là, les États-Unis d'Amérique avaient seulement réussi à lancer un seul astronaute, Alan Shepard, dans un bref vol suborbital d'à peine 15 minutes. N'ayant pas même envoyé un homme en orbite terrestre, le fait de déclarer vouloir mettre le pied sur la Lune en moins de 9 ans semblait une hypothèse plutôt hasardeuse. Mais c'est précisément à ce moment-là, d'après la narration officielle, que les USA mirent en branle une puissante machine technologique qui devait leur permettre d'atteindre leur objectif à quelques mois de l'échéance fixée par Kennedy en juillet 1969. La thèse soutenue par ceux qui ne croient pas aux missions lunaires veut que les USA se lancèrent effectivement et de toute leur force dans cette grandiose entreprise. Mais ils arrivèrent à un point, vers 1967, où ils se rendirent compte qu'ils ne parviendraient pas, de toute façon, à franchir tous les obstacles d'un projet aussi ambitieux. Et arrivés à ce point, il ne leur restait qu'une seule solution, faire semblant d'y être allés. Ne pouvant admettre devant le monde entier ne pas être capables d'aller sur la Lune, ils auraient, selon cette thèse, décidé de mettre en scène toute la mission en studio en utilisant les systèmes de simulation qu'ils possédaient et qui permettaient de répliquer jusque dans les moindres détails la totalité d'une mission. Pour le public, qui devait assister aux alunissages à la télévision, il n'y aurait aucune différence. Mais voyons en détail ce qui s'est passé pendant cette décennie des missions lunaires. Les livres d'histoire racontent que dans les années 60 eut lieu ce qu'on a appelé la course à la Lune, c'est-à-dire la compétition entre Américains et Soviétiques pour être les premiers à prendre pied sur notre satellite. En réalité, si l'on regarde de plus près, ce fut une course à sens unique, sans réel adversaire. Seuls les Américains essayèrent vraiment jusqu'au bout, poussés non pas tellement par la compétition avec les Russes, mais plutôt par la monstrueuse machine propagandiste qu'ils avaient eux-mêmes déclenchée au début de la décennie. Officiellement, la soi-disant course à la Lune débuta en 1961 lorsque les Soviétiques envoyèrent le premier homme dans l'espace, Youri Gagarin. À ce moment-là, le président Kennedy chargea le vice-président Johnson de comprendre quelles étaient les réelles possibilités pour les USA de battre les Soviétiques dans la course à l'espace. Et c'est là qu'entre en scène un personnage très important pour toute cette affaire, le directeur de la NASA, James Webb. En effet, Johnson en parla avec Webb et après quelques jours, il fit parvenir sa réponse à Kennedy. Parmi toutes les possibilités figurait celle d'envoyer un homme sur la Lune. C'est ainsi que 2 semaines plus tard, Kennedy lançait ce défi devant le monde entier. Now it is time to take longer strides. Time for a great new American enterprise. Time for this nation to take a clearly leading role in space achievement. I therefore ask the Congress, above and beyond the increases I have earlier requested for space activities, to provide the funds which are needed to meet the following national goals. First, I believe that this nation should commit itself to achieving the goal, before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the Earth. À partir de cet instant, le chef de la NASA se mit au travail pour mettre sur pied le projet lunaire. Dans les archives de la NASA, on peut lire « Webb, qui avait soutenu le projet devant Kennedy, mit ce projet d'alunissage en priorité absolue et réorganisa en conséquence l'agence spatiale américaine. » Médiateur accompli, Webb avait également obtenu le soutien d'importantes personnalités politiques comme le sénateur Kerr de l'Oklahoma. Dans les archives de la NASA, on peut lire Le sénateur Kerr a dit à ses collègues du Congrès que Webb était plein d'enthousiasme pour ce projet et que si Jim Webb a dit que l'on est capable d'envoyer un homme sur la Lune et de le ramener sain et sauf, c'est parce que c'est possible. L'appui du sénateur, concluait le document, assura un soutien politique conséquent au projet lunaire.
Cependant, en coulisses, Kennedy restait encore sceptique devant un projet aussi ardu. Le 18 septembre 1963, il convoqua Webb à la Maison-Blanche pour lui faire part de ses doutes. Grâce à un enregistrement rendu public récemment, on peut prendre connaissance de cet échange de la voix même des intéressés. The lunar landing gave us the impetus to build big boosters and to tailor them specifically for the purpose. Therefore, they're going to succeed. Otherwise, they would not have succeeded or been efficient. But this looks like a hell of a lot of dough to go to the moon when you can learn most of what you want scientifically through instruments. And putting a man on the moon really is a stud, and it isn't worth that many billions. 2 jours plus tard, lors d'un discours devant les Nations Unies, Kennedy tenta une dernière fois de convaincre les Soviétiques d'aller ensemble sur la Lune. Finally, in a field where the United States and the Soviet Union have a special capacity, in the field of space, there is room for new cooperation, for further joint efforts in the regulation and exploration of space. I include among these possibilities a joint expedition to the moon. La réponse de Khrouchtchev ne tarda pas à arriver, mais ne fut pas très encourageante. Un mois plus tard, pendant une rencontre avec la presse mondiale, le chef du Kremlin déclara « À ce jour, nous n'avons pas de programme pour envoyer des cosmonautes sur la Lune. J'ai lu que les Américains projetaient d'envoyer un homme sur la Lune d'ici 1970. Nous leur souhaitons d'y parvenir. Nous verrons comment ils feront pour y arriver et comment ils s'y prendront pour atterrir ou plutôt pour allunir. Et surtout, nous verrons comment ils s'y prendront pour repartir et revenir sur Terre. Nous ne désirons pas entrer en compétition pour envoyer un homme sur la Lune sans une préparation appropriée. » Arrivé à ce point, Kennedy se rendit compte que les dés étaient pipés et que les USA allaient devoir continuer seuls cette entreprise. This nation has tossed its cap over the wall of space, and we have no choice but to follow it. Le lendemain, Kennedy était assassiné à Dallas. Mais désormais, le programme spatial était lancé et passait directement entre les mains du nouveau président, Lyndon Johnson. Entre-temps, les Russes menaient malgré tout un programme secret pour aller sur la Lune et continuaient à entraîner leurs propres cosmonautes. Mais ce programme se termina très vite pour tout un tas de raisons. La première fut la mort impromptue de Sergueï Korolev, le père du programme spatial russe. During routine surgery in January 1966, Korolev died. The one figure with the authority and vision to galvanize the system behind the goal of beating the Americans had gone. L'homme qui avait lancé le premier satellite, le Spoutnik, mis le premier homme en orbite, Gagarine, et conçu l'ensemble du programme spatial soviétique, était mort sans laisser de successeur. Il n'y avait alors personne capable de reprendre sa place. Cela engendra toute une série de dissensions internes au sein de l'agence spatiale russe et se traduisit par une série de désastres à la chaîne. Pas moins de 4 nouveaux lanceurs de type N1, conçus pour aller sur la Lune, explosèrent durant la phase de décollage. Cela marqua la fin du programme lunaire soviétique, comme le raconte Roald Sagdegev, ex-directeur de l'agence spatiale russe. Very few people remember that in parallel with American Apollo program, Soviets attempted to have their own program. But this Soviet program on kind of counterpart to American Apollo, it failed. It failed because the large rocket, Russian counterpart to Saturn V, exploded several times, even without getting chance to take off the launching site. Dans l'intervalle, le contexte avait profondément changé aux États-Unis. This evening, I came here to speak to you about Vietnam. I do not have to tell you that our people are profoundly concerned about that struggle. La guerre du Vietnam occupait désormais entièrement l'esprit des Américains, tandis qu'elle accaparait une part de plus en plus importante du budget national. Pendant ce temps,
le programme Apollo devait faire face à toutes sortes d'imprévus et était pratiquement hors de contrôle. Comme l'explique ce documentaire d'époque, le coût du projet lunaire avait dépassé toutes les prévisions avant même le premier lancement. The status of fabrication and testing of Apollo hardware was such that the program had reached and passed its peak costs. Before a single manned Apollo mission was launched, the program itself began to go out of business. À l'automne 1965, le général Phillips, directeur du programme Apollo, présentait à ses supérieurs un rapport dénonçant sans détour l'état chaotique et le retard du programme lunaire. Phillips faisait notamment référence au mauvais fonctionnement du module de commande et du deuxième étage du lanceur Saturn, qui avait été confié à la société aérospatiale North American. Après 4 ans et demi, écrivait Phillips, et un peu plus d'1 an avant le premier lancement spatial, il demeure d'importantes difficultés techniques et des problèmes qui affectent le deuxième étage. Il reste certains problèmes techniques concernant les capacités du système électrique, la propulsion secondaire, l'intégrité structurelle, l'accroissement du poids, etc., qui doivent être encore résolus. Les programmes de certification retardés ou incomplets font fortement craindre le fait que nous n'aurons pas de lanceurs pleinement qualifiés pour supporter le programme lunaire. Phillips conclut ainsi: « Nous avons de sérieux doutes sur le fait que la North American puisse honorer ses engagements quant au programme et à ses prestations dans le cadre des financements disponibles pour cette partie du programme Apollo. » Lors d'une conversation avec le président Johnson, le directeur de la NASA, James Webb, se plaignit de l'absence de fonds nécessaires pour continuer le programme préétabli. Well, I mean, these people have got to fly and put men up there, and it's awfully hard to go to North American and say we're going to cut you back $130 million under your own estimate of doing the work and demand even more work for $130 million less, and you've got to find a way to do it. Et de fait, les problèmes dénoncés par Phillips, plutôt que de se résorber, continuaient de se multiplier, donnant lieu à une spirale de coûts additionnels et de nouveaux retards qui semblaient sans fin. Un réservoir du module de commande avait été éventré pendant la phase de test. Le système de contrôle de l'air dans le module de commande ne fonctionnait pas, et il fallut repartir à zéro. Le deuxième étage du lanceur Saturn avait explosé une première fois en 1965 et une nouvelle fois en 1966, retardant ainsi de façon considérable le plan de marche du programme Apollo. On découvrit ensuite des fissures dans la structure du lanceur principal et celle du réservoir de carburant. La confection du LEM, le module lunaire, se heurtait à 1000 problèmes et 1000 autres retards. They find hundreds of problems, things that weren't built right, weren't installed right, electrical wires that are frayed, possibly broken, and most alarming of all, there are fuel leaks everywhere in the system. Nous arrivons ainsi à l'année fatidique 1967, l'année de la crise. En janvier, Thomas Barron, un employé chargé des vérifications de la North American, présenta à ses supérieurs un rapport de 50 pages qui expliquait que les problèmes révélés dans le rapport Phillips n'avaient absolument pas été résolus. Parmi les principaux problèmes, Barron citait des soucis avec le personnel, avec les pièces de rechange, avec l'équipement et les procédures, sans parler du laisser-aller en matière de standards de sécurité et des incidents que cela avait provoqués. Dans son rapport, Barron dénonçait entre autres un manque de coordination entre les personnes occupant des postes à responsabilité, une absence de communication généralisée, le fait que les personnes occupant des postes à responsabilité ne prenaient pas au sérieux la plupart des problèmes. Et Barron ajoutait: « Nous ne devrions pas mettre en danger la sécurité des astronautes au prétexte de respecter le tableau de marche. » Comme pour confirmer les prémonitions de Barron, le 20 janvier, le lanceur qui devait effectuer le premier voyage habité explosa lors de la phase de test. Et 7 jours plus tard, survint la tragédie. Lors d'une simulation à terre d'Apollo 1, la première mission du lanceur Saturn avec des hommes à bord, les 3 astronautes, Virgil Grissom, Edward White et Roger Chaffee, moururent sur la rampe de lancement, brûlés vifs à l'intérieur de la capsule qui aurait dû les emmener dans l'espace 3 semaines plus tard. Notons que quelques instants avant de mourir, Grissom s'était plaint de la mauvaise communication entre la capsule et la tour de contrôle. Ce furent ses dernières paroles. Quelques secondes plus tard, une étincelle se produisit dans la capsule pressurisée à l'oxygène pur. Le premier à s'apercevoir de l'incendie fut White.
et puis le hurlement désespéré de Sheffy. Et puis plus rien. En quelques secondes, c'était fini. Le programme Apollo fut suspendu pour une durée indéterminée, avant même que la première capsule n'ait été lancée dans l'espace. La commission technique chargée de trouver les causes de l'incendie fut confiée à l'astronaute Frank Borman. Ses travaux conclurent que la capsule Apollo devait être revue de fond en comble depuis le début. Cela aurait généré au moins une année de retard dans un calendrier déjà extrêmement serré. Nombreux pensèrent à l'époque que le programme Apollo était fini avant même de commencer. That was quite a shock. I almost had to pull over to the side of the road, catch my breath, because I thought, well, this is the end of our future. The program started to just churn. Churn and churn and churn. Pendant ce temps, les mois passaient et l'échéance de 1969 apparaissait toujours plus proche. En mars 1967, le directeur de la NASA, James Webb, se présenta devant la Commission des sciences et de l'astronautique. C'était un Webb très différent de celui qui avait soutenu avec enthousiasme le projet lunaire devant le président Kennedy. « Si nous réussissons avant 1969, déclarait Webb, nous serons très très chanceux. Les probabilités de terminer tous les travaux nécessaires sont plus faibles actuellement qu'il y a un an. Et j'avais déjà témoigné devant cette même commission que les probabilités étaient plus faibles l'an dernier que l'année d'avant. » Autrement dit, d'après le directeur de la NASA lui-même, plus l'échéance de la décennie se rapprochait, plus le rêve d'aller sur la Lune apparaissait comme irréalisable. Et ce même James Webb, un an après avoir fait ces déclarations, quitta brusquement la NASA. L'homme qui avait soutenu Kennedy depuis le début, l'homme qui décorait lui-même les astronautes de retour des premières missions en orbite terrestre, l'homme qui avait tout fait pour obtenir du Parlement les fonds nécessaires pour aller sur la Lune, abandonnait soudain le projet de sa vie à une encablure de sa réalisation. Moins de 3 mois avant le lancement d'Apollo 8, qui devait pour la première fois faire le tour de la Lune, le 7 octobre 68, James Webb démissionnait de la NASA et se retirait dans la vie privée. Le vice-directeur de la NASA, Robert Simmons, avait lui aussi et de façon tout aussi inexplicable démissionné en janvier de la même année. Quand les journalistes du Washington Post lui demandèrent « Il doit bien y avoir une raison pour laquelle vous abandonnez maintenant, pourquoi ne pas rester jusqu'à ce que nous parvenions sur la Lune ?» Il répondit tout simplement « Je suis là depuis 7 ans, je voulais juste faire 2 ans. » Mais il est clair qu'il y avait dû y avoir quelque chose d'autre et que sa démission avait un rapport avec la situation catastrophique dans laquelle se trouvait le projet Apollo. Encore plus surprenante fut la démission de l'astronaute Walter Schirra, annoncée 4 jours après celle de Webb. Schirra faisait partie des légendaires Mercury 7, le groupe originel d'astronautes de la NASA qui était là depuis le début du programme spatial dans les années 50. Schirra avait déjà volé aussi bien dans les capsules Mercury qu'avec le projet Gemini, et de par sa longue expérience, il était certainement destiné à être envoyé sur la Lune avec le projet Apollo. Pourtant, de façon inexplicable, à quelques mois du début des voyages lunaires, Schirra renonçait à terminer sa carrière en apothéose et se retirait dans la vie privée. La raison pour laquelle ces personnes qui avaient dédié le meilleur de leur vie professionnelle au programme lunaire avaient décidé de l'abandonner à quelques pas de sa réalisation est une question qui n'a jamais reçu de réponse.